Ce braquage au Louvre a non seulement stupéfié toute la France, mais franchement, il a stupéfié le monde entier, avec des rapports indiquant maintenant qu'environ 102 millions de dollars de bijoux ont été volés. La course est lancée pour retrouver les coupables et récupérer les objets avant leur destruction. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Si je vous disais qu'en 8 minutes, 7 minutes pendant les heures de grande affluence au célèbre Louvre à Paris, qu'en utilisant un camion, une échelle, une disqueuse et des scooters, un groupe de voleurs réussirait un casse qui restera dans l'histoire. Comme l'a rapporté ABC, on estime que 102 millions de dollars de bijoux ont été volés. Est-ce que vous y croiriez? C'est la réalité, c'est incroyable. J'en parlais plus tôt. Quelqu'un a dit que c'était comme mission impossible. Non, c'est mission possible. C'est mission possible. Et ces voleurs, ils sont en liberté en ce moment, au moment où j'enregistre ceci. Selon le New York Times, la chronologie est la suivante. Le 19 octobre à 9h30, les voleurs ont garé leur camionnette sous les fenêtres de la galerie Apollo, où se trouvent les joyaux de la couronne française. C'est à l'étage supérieur. Ils étaient apparemment déguisés en ouvriers avec des gilets jaune-orange. Ils ont même réussi à sécuriser la zone autour du camion avec des cônes de chantier. Que font-ils ensuite? Il y a une échelle électrique qui sort du camion et ils montent dessus, vont à l'étage supérieur et arrivent sur un balcon. Ensuite, tu te souviens de cette disqueuse, la meuleuse d'angle? Eh bien, ils l'utilisent pour découper le verre. L'alarme de sécurité se déclenche. Nous parlerons de la réaction de la police un peu plus tard. Et ensuite, ils auraient menacé les agents de sécurité du musée avec la disqueuse, brisé 2 vitrines et saisi un tas de bijoux historiques. À 9h38, ils montent sur des scooters Yamaha T-Max à l'extérieur et prennent la fuite. Ils se dirigent vers l'autoroute A6 et la ville de Lyon. Donc, le vol en lui-même a duré environ 7 minutes. Encore une fois, personne n'a été arrêté au moment de cet enregistrement. Et le New York Times a également rapporté ce détail. Donc, selon la procureure de Paris, Laure Bacal, les voleurs ont obtenu cette échelle électrique pour le camion en prétendant à tort qu'elle allait être utilisée pour un déménagement. Apparemment, quand quelqu'un est venu vérifier, ils l'ont menacé. Cette personne aurait déposé plainte dans une ville loin de Paris. Tu connais son nom? Louvre? Oui, comme l'a dit le procureur Bacal, c'est, je cite, une coïncidence troublante. C'est une façon de le dire. Maintenant, écoute ça. Écoute ce avec quoi ils finissent. D'accord. Ils finissent avec la tiare de l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, comporte 212 perles, près de 2000 diamants et environ 1000 diamants taille rose. Ils reçoivent aussi le nœud décoratif de l'impératrice Eugénie, composé d'environ 2500 diamants, dont 200 taille rose. Ils reçoivent aussi la broche de l'impératrice Eugénie. Il y a une série de bijoux en saphir du 19e siècle qui auraient été portés par Hortense de Beauharnais, reine de Hollande, Marie-Amélie, reine des Français, Isabelle d'Orléans, duchesse de Guise. Des parties du coffret de mariage en émeraude offert par Napoléon. Napoléon aurait offert des colliers d'émeraude et de diamants à Marie-Louise. Ce collier comprend 32 émeraudes ainsi que 1138 diamants. Et ces voleurs ont également volé une paire de boucles d'oreilles en émeraude et diamants. Et apparemment, ils ont aussi essayé de s'emparer de la couronne de l'impératrice Eugénie, mais l'ont laissée derrière eux dans leur fuite. Elle a été endommagée durant tout cela. Le procureur de la République de Paris, Bacal, que j'ai cité plus tôt, a déclaré que les objets valaient 102 millions de dollars. C'est selon un conservateur du Louvre. Cela ne prend même pas en compte la perte historique, comme l'a mentionné le procureur. Mais ils n'étaient pas non plus assurés. C'est assez courant, mais ils n'étaient pas assurés. Et il y a un vrai danger dont je veux parler dans un instant. Il y a un vrai danger que ces voleurs détruisant les objets. Bacal déclare: on peut espérer que les auteurs réfléchiront et ne détruiront pas ces bijoux sans raison. On en parlera car ce sont des objets uniques, donc difficiles à vendre. Actuellement, les autorités mènent une vaste enquête nationale impliquant une centaine d'agents. 4 suspects sont en fuite, mais il pourrait y avoir des complices. Emmanuel Macron a promis l'arrestation des voleurs pour, je cite, une attaque contre un patrimoine cher à notre histoire. Le ministre de la Justice Gérard Darmanin a déclaré que le braquage donnait, je cite, une image négative et déplorable de son pays, la France. Il a déclaré: ce qui est certain, c'est que nous avons échoué et que tous les Français ont le sentiment d'avoir été volés. Et regardez, oui,
Il y a déjà eu des vols très médiatisés avant 1994. En moins d'une minute, deux hommes ont volé le tableau Le Cri à Oslo, au Musée national de Norvège. En 2000, la vue d'Auvers-sur-Oise de Cézanne a été volée et n'a jamais été retrouvée au musée Ashmolean d'Oxford. En 2017, une pièce d'or valant des millions a été dérobée au musée Bode à Berlin. Vous avez le CAS, ici aux États-Unis, au musée Isabella Stewart Gardner de Boston. En 1990, deux hommes déguisés en policiers de Boston ont pénétré dans le musée, ligoté les agents de sécurité et volé 13 œuvres d'art, dont Rembrandt, Vermeer, Degas, Manet. Et même au Louvre, en 1911, la Joconde a été volée par un employé du musée, mais elle a été retrouvée 2 ans plus tard à Florence, en Italie. Cependant, celui-ci choque vraiment à un tout autre niveau, étant donné, je dois le dire, à quel point c'était audacieux et à quel point cela a été réussi. Il a été rapporté que le Louvre a rouvert aujourd'hui, pour la première fois depuis le vol. Je vais dire ceci, d'accord, je suis curieux, et c'est quelque chose dont je veux parler. Est-ce que c'est lié d'une manière ou d'une autre à certains vols récents que nous avons vus, n'est-ce pas? En septembre dernier, des pépites d'or d'une valeur de près de 700 000 dollars ont été dérobées au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Il y a eu une porcelaine chinoise ancienne d'une valeur de 11 millions de dollars qui a été volée dans un musée à Limoges. L'année dernière, 7 objets ont été volés au musée Cognac-J à Paris. L'an dernier, des criminels armés ont volé plusieurs œuvres du XXe siècle au musée Hiram en Bourgogne. Tout cela est-il lié? Que se passe-t-il? Que devons-nous attendre? Discutons-en. D'accord, donc je veux inviter quelqu'un avec qui je voulais vraiment parler de ce sujet. Ah, je suis toujours heureux de l'avoir avec nous. Tracy Walder, ex-officier des opérations spéciales de la CIA, ex-agente spéciale du FBI, contributrice à News Nation et auteur de L'espionne inattendue. Ravi de te voir, Tracy. Si j'ai bien compris, non seulement tu as suivi cette affaire, mais tu en as aussi parlé. Donc je veux vraiment avoir ton avis. Laisse-moi commencer ici. J'ai un peu parlé de combien c'est incroyable. Comment diable ont-ils réussi à faire ça? J'en ai déjà parlé, non? Ils ont eu l'échelle en se déguisant en ouvrier du bâtiment et sont montés. Mais sérieusement, comment quelque chose comme ça peut-il être réalisé? C'est choquant. Est-ce que ça te dit quelque chose sur le niveau d'expertise potentielle ici? Eh bien, merci beaucoup de m'avoir invité, Jessie, et j'en ai déjà parlé sur News Nation sur toutes mes plateformes de réseaux sociaux. Je pense qu'à cause de la façon dont cette zone a été ciblée, et je sais évidemment que ce sont des œuvres inestimables, mais il y a d'autres œuvres inestimables au Louvre, n'est-ce pas? Ce n'est pas la seule œuvre inestimable. Et donc, je crois que cette zone a évidemment été ciblée, mais je pense qu'elle l'a été à cause d'une sorte d'information interne qu'ils avaient. À mon avis, ils devaient savoir que c'était ce genre de zone du Louvre. Cette zone de la Seine, la zone qui fait face à la Seine, était en travaux et elle l'était depuis un certain temps déjà. Donc, personne ne se serait forcément méfié de ce panier. Vous voyez, l'échelle panier que vous voyez là-haut pendant un certain temps. Aussi, je pense qu'ils savaient que l'une des salles n'avait en fait pas de vidéosurveillance opérationnelle. Du moins, c'est ce que rapporte la presse française. Et je pense que pour faire quelque chose comme ça en plein jour, à mon avis, il devait avoir cette information. Si je peux me permettre, je souhaite évoquer brièvement cette histoire de plein jour. Beaucoup trouvent cela très audacieux. Mais si vous y réfléchissez, en réalité, le musée était ouvert à ce moment-là. Donc, selon moi, la sécurité est en fait à son point le plus faible à ce moment-là parce qu'il y a des visiteurs, mais il faut aussi sécuriser les œuvres. Alors que la nuit, il s'agit seulement de sécuriser les œuvres. C'est un bon point. Et aussi, si vous arrivez en tant qu'équipe de construction, il pourrait y avoir une explication pour la présence de quelqu'un, contrairement à arriver à 2 heures du matin. Vous avez évoqué un coût monté interne, j'y ai aussi pensé, ou à des informations internes. On a beaucoup dit que c'était ciblé et qu'ils savaient exactement ce qu'ils cherchaient, n'est-ce pas? Ils ne visaient que les bijoux. Il ne semble même pas qu'ils aient essayé de s'en prendre à une œuvre maîtresse à l'huile. Ils ne se sont pas attaqués à la Joconde, qui était relativement proche. Ils ne semblent même pas avoir essayé de repartir avec le diamant de 140 carats, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça vous dit? Oui, donc ce que ça me dit, c'est que, à mon avis, encore une fois, rien de tout cela n'a été prouvé factuellement. Mais à mon avis, ce que je pense, c'est qu'ils étaient simplement là pour en avoir le plus possible pour leur argent, si je puis dire. Ces bijoux sont inestimables, sans valeur en dollars précise, peut-être des centaines de millions. Leur valeur vient de leur provenance, n'est-ce pas? Leur valeur vient du fait que ce sont des bijoux napoléoniens.
Je suppose qu'ils ne s'en soucient probablement pas et qu'ils sont prêts à en assumer les conséquences et à tout séparer. Et ensuite vendre ces diamants, saphirs, rubis, un peu séparément. Donc je pense que c'est plutôt ce qu'ils recherchaient. Ils ne cherchaient pas à voler une grande œuvre d'art pour forcément la vendre entière sur le marché noir. Je veux justement en parler un peu de ce qu'ils pourraient en faire. Je propose de mettre ça de côté un moment, car cette course pour retrouver ces objets avant qu'ils ne soient fondus est vraiment intéressante. Mettons ça de côté. Ce niveau de sophistication, non? J'ai mentionné tout à l'heure comment ils ont obtenu l'échelle, ou apparemment obtenu l'échelle, tu sais. Ils avaient le camion, l'échelle, la disqueuse, ils avaient les scooters, mais il y a eu des erreurs, non? Ils ont laissé la couronne de l'impératrice, je l'ai déjà dit. Apparemment, ils laissent deux meuleuses d'angle, un talkie-walkie, des gants, une couverture imbibée d'essence, un chalumeau. Ils auraient tenté d'incendier l'échelle ou le camion à l'extérieur. Concernant la police scientifique, la procureure de Paris, Laura Bacal, que j'ai évoquée, semble indiquer qu'ils effectuent des analyses médico-légales. Y a-t-il un aspect de cela qui a été bâclé? Donc, pour moi, l'aspect qui a été bâclé, et je sais que manque certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec moi, mais 7 minutes, c'est vraiment long, Jessie. Il y a 7 minutes, c'est vraiment long pour commettre un vol. Je pense, à mon avis, là, que c'est en fait la partie la plus bâclée. Alors, certes, 3 des minutes ont été consacrées à entrer et sortir, mais il reste 4 minutes. Donc, si tu as vu ça, je crois que c'était une vidéo TikTok, je ne me souviens plus, qui a été enregistrée par un passant. Ils sont littéralement juste en train de rester là pendant 4 minutes avec cette meuleuse d'angle. Et c'est vraiment très négligé. Et quand tu fais quelque chose comme ça, tu veux entrer, sortir, tu ne veux pas juste rester là debout. Et c'est ce qu'ils faisaient. Donc, à mon avis, ben, si on veut vraiment commencer au niveau le plus basique de tout ça, je pense que le fait qu'ils aient mis 4 minutes à faire ça montre déjà qu'ils étaient négligents dès le départ. Parce que, en fait, c'est assez long comme temps. En d'autres termes, pensez-vous que cela pourrait être lié au crime organisé? Est-ce des personnes ayant déjà fait quelque chose de similaire? Ou est-ce un cas isolé? Est-ce que, selon vous, cela montre qu'ils n'avaient pas vraiment planifié au point de ne pas avoir ce niveau de professionnalisme? Parce que, et j'y reviendrai dans un instant, vous savez, il y a d'autres choses qui se sont produites relativement récemment. Mais pensez-vous que cela pourrait être lié au crime organisé? Il y a aussi des théories selon lesquelles il pourrait s'agir d'un individu très riche ou d'un groupe d'individus très riches qui auraient sous-traité cela pour essayer de mettre la main sur ces bijoux. Est-ce qu'on réfléchit de la bonne manière? Dis-le-moi. Oui, je pense que cela pourrait être lié à un réseau plus large. Je ne sais pas si c'est du crime organisé. Et la raison pour laquelle je pense ça, c'est à cause du niveau de... On pourrait parler d'infos ou de renseignements, car ils devaient en savoir quelle cible et quel système serait hors service. Ce n'est pas quelque chose qu'un cambrioleur débutant aurait forcément. C'est quelqu'un qui a des renseignements, un peu comme dans le monde de l'espionnage, de l'intérieur. Cette personne est sans doute payée d'une manière ou d'une autre par ces organisations criminelles. C'est pourquoi je pense que cela pourrait être lié à quelque chose de plus vaste. Suis-je sûre? Non, mais leur niveau d'information me met la puce à l'oreille. J'ai mentionné tout à l'heure qu'il y a eu ces vols récents, n'est-ce pas? Tu penses qu'ils sont liés à ça? Tu crois que les enquêteurs se demandent si ce qui s'est passé récemment forme une série ou un schéma? Est-ce que ce sont les mêmes individus ou le même réseau? 100%. Il ne fait aucun doute qu'ils font ça. Franchement, ce serait un mauvais travail de police s'ils ne le faisaient pas. Et je pense vraiment que tout cela pourrait être lié. En même temps, Paris en soi, et encore une fois, les Français l'ont reconnu. Cela a été largement relayé dans la presse française. Ils rencontrent des problèmes de personnel et de sécurité dans beaucoup de leurs musées à cause des grèves, des syndicats, toutes ces choses-là. Et l'une des choses que le Louvre a effectivement mises en place, je crois que c'était vers la fin de l'année dernière, mais je peux me tromper sur la date, c'est un plan de plusieurs centaines de millions d'euros pour renforcer la sécurité au Louvre. Maintenant, Emmanuel Macron a effectivement approuvé cela. Cela a été approuvé, mais évidemment, cela n'avait pas encore été mis en place. Donc ils savent et sont pleinement conscients qu'il y a des failles de sécurité dans certains de ces musées. Pour répondre à votre remarque sur d'autres musées ayant vécu cette situation, je pense qu'ils ont commencé, et je ne veux pas mal parler d'eux, mais dans des musées plutôt moins connus, pour tester s'ils étaient capables de faire cela et de le faire avec succès. Le Louvre étant un peu le sommet en termes de sécurité et tout ça. Et donc, je me demande si une partie de ce qui s'est passé plus tôt l'année dernière n'était pas en quelque sorte un terrain d'essai, si vous voulez, pour cela. Et je pense qu'il y a une course contre la montre, n'est-ce pas? Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces objets?
Où les écoulent-ils? Les revendent-ils au marché noir? Les intègrent-ils à d'autres pièces? Ou font-ils fondre l'or? National Broadcasting Company rapporte qu'il y a des experts qui disent que ces objets, ils sont tellement spécifiques, qu'ils sont tellement uniques, on ne peut pas simplement les vendre sans attirer l'attention. Donc il faut les faire fondre. Et si c'est le cas, il faut agir vraiment, vraiment vite avant qu'ils ne le fassent. Qu'en penses-tu? Alors, il y a quelques points auxquels je pense, encore une fois. Et je suppose, pour revenir à ta théorie d'avant sur le fait qu'un grand collectionneur aurait commandé ça, je ne pense pas que ce soit le cas ici, à mon avis. Je pense que si un grand collectionneur avait commandé ça, ce ne serait pas ce genre de bijou qui demanderait autant de précision, tu vois, pour être fondu. Mais je pense que dans ce cas, ces bijoux sont très recherchés, n'est-ce pas? Et ils sont très reconnaissables. Ce sont des bijoux très recherchés et reconnaissables. Donc oui, il y a toujours un marché noir pour tout. Écoutez, quelqu'un pourrait acheter ces bijoux et il ne reverrait jamais la lumière du jour. Mais tellement de gens dans ce monde savent qu'ils ont évidemment été volés. Les collectionneurs ont tendance à vouloir montrer leurs objets, donc ils auraient vraiment du mal à les montrer aux gens. Mais je pense aussi que même si cela dévalorise considérablement les bijoux de les démonter, ils valent probablement encore des dizaines de millions de dollars rien qu'en pierres précieuses. J'ai lu que des experts, vous savez, des experts en restauration d'art, des experts en joaillerie, ont dit que tout cela pouvait être fait en l'espace d'une semaine. Donc, je déteste avoir l'air pessimiste, mais à mon avis, je pense que certaines de ces pièces ont déjà été démontées. S'ils l'ont démonté, faut-il des machines spéciales ou aller dans des lieux spécifiques? Cela déclenche-t-il une alarme? C'est possible. Encore une fois, évidemment, je ne suis pas joaillère, ce n'est pas mon domaine, donc je ne sais pas comment ces pièces pourraient être démontées. On n'arrache pas les bijoux comme ça ne marche pas ainsi. Mais oui, cela pourrait tout à fait alerter quelqu'un. Mais encore une fois, pour revenir à ma théorie selon laquelle cela fait partie d'un réseau plus vaste. Je pense qu'ils ont des gens sur leur liste de paye qui font ça. Pour être tout à fait honnête avec toi, Et si ça a été vendu au marché noir, comme tu l'as dit, si c'est vraiment ça, par exemple, un collectionneur ou un groupe décide de garder l'objet secret dans un coffre-fort sans jamais le montrer, peu importe la situation. La capacité de suivre les transactions privées sur le marché noir, c'est à quel point difficile. oh là là, c'est incroyablement difficile. Écoute, celle-ci pourrait être plus facile, non? À cause du niveau d'examen, il y a tous ces regards dessus. Celle-ci pourrait être plus facile, mais pas beaucoup plus. Et donc, encore une fois, et les gens m'attaquent vraiment parce que je dis qu'un collectionneur n'a pas commandé ça. J'ai juste l'intuition que ce n'est pas le cas ici. Es-tu surpris qu'aucune arrestation n'ait eu lieu lors de cet enregistrement? En fait, je ne suis pas surprise qu'il n'y ait eu aucune arrestation. Et tu sais, comme tu l'as mentionné plus tôt, les objets ont été laissés sur place, n'est-ce pas? Cette meuleuse d'angle, elle a été laissée sur place, les gants, ce genre de choses. Maintenant, il pourrait peut-être obtenir de l'acide désoxyribonucléique à l'intérieur des gants, non? Des empreintes à l'intérieur des gants. Mais encore une fois, ici, tout comme aux États-Unis, cet acide désoxyribonucléique ne donnera un résultat ou ne correspondra que si l'acide désoxyribonucléique est déjà dans le système. Et je pense qu'ils ont probablement utilisé des personnes qui n'avaient peut-être pas de casier judiciaire connu, justement au cas où quelque chose comme ça arriverait. Ils n'obtiendront pas d'acide désoxyribonucléique sur cette meuleuse d'angle parce que la personne portait clairement des gants lorsqu'elle l'utilisait. Probablement pas non plus sur ce bidon d'essence. Donc pour être honnête, je ne suis pas vraiment surprise. Je sais que je donne l'impression d'être pessimiste. Mais à quoi ressemble vraiment une enquête comme celle-ci? Selon ABC News, une société de sécurité israélienne, le groupe CGI ferait désormais partie de l'enquête. Ils ont aidé à résoudre le cambriolage du coffre vert de Dresde en Allemagne, où des bijoux et diamants valant plus de 130 millions de dollars ont été volés. Cable News Network a rapporté que l'unité des crimes contre le patrimoine d'Interpol pourrait maintenant participer à l'enquête. Il existe une connexion internationale, hein. J'ai déjà signalé qu'environ 100 agents opèrent en France. À quoi ressemble une telle enquête? Oui, aucun doute. J'ai d'ailleurs été surprise d'apprendre seulement aujourd'hui l'implication d'Interpol, qui agit habituellement tout de suite. Surtout en Europe, c'est parce que les pays sont évidemment très proches les uns des autres, et les gens y transitent constamment. Cela concerne 196 agents des forces de l'ordre à travers l'Europe et le monde, formant la plus grande force de police mondiale. Donc, il n'y a aucun doute, ils travaillent avec Interpol. Je pense que c'est en fait extrêmement intelligent de faire appel à ce groupe israélien également, parce que c'est leur domaine d'expertise. C'est ce qu'ils ont réussi à faire.
Donc, je félicite les Français d'avoir fait quelque chose comme ça. Ils pourraient me solliciter les États-Unis, mais je doute qu'ils en aient besoin. Ils en sont tout à fait capables. Je suppose qu'en ce qui concerne le suivi de ces individus, ce sera très similaire au cas que nous voyons ici. Dans ce cas, on travaille à rebours. Donc, ce que vous voulez voir, c'est quel téléphone portable se connectait à cette zone à 9h30. Maintenant, il y en aura beaucoup plus qu'à 2h30, mais ils commenceront probablement par là et remonteront petit à petit. La partie de ça, quelqu'un regarderait ça et dirait: «Attendez une minute, ils sont filmés, non? Ils sont enregistrés par la vidéosurveillance. On sait à peu près où allaient les trottinettes. J'ai dit qu'ils semblent savoir comment ils ont eu l'échelle, donc ils essaient peut-être de reconstituer cela avant le vol. Mais comment quelqu'un peut-il apparemment disparaître de Paris?» Je veux dire, tu es probablement déjà allé à Paris, je suppose. La circulation est vraiment folle. Donc, beaucoup de gens sont à moto parce que c'est tout simplement un moyen beaucoup plus facile de se déplacer dans la ville. Et donc, si ce cambriolage n'a pas été signalé tout de suite, ce qui n'a pas été le cas, il y a eu un délai avant que la sécurité n'arrive sur place. À mon avis, ils avaient déjà une longueur d'avance et étaient probablement déjà en train de quitter la ville. Parce que je pense que plusieurs personnes à moto à 9h30 du matin à Paris ne vont attirer l'attention de personne, selon moi. Je me demandais aussi si au moins 4 personnes, peut-être des complices, étaient impliquées dans cette affaire. Plus il y a de personnes, plus le risque d'erreur augmente. Je me demande si ce n'est pas ce que les forces de l'ordre attendent, ou si c'est déjà arrivé. Je veux dire, ça s'est peut-être déjà produit. Mais oui, on veut toujours, je ne veux pas donner de conseils aux criminels, mais oui, on a tendance à vouloir garder ces choses-là discrètes. On ne veut pas de groupe de dizaines de personnes, n'est-ce pas? Vous savez, entrer dans des musées, parce que oui, et il y a plus de chances que quelqu'un fasse une erreur. 4 personnes, si vous voulez mon avis honnête, je pense qu'ils se sont probablement entraînés à ça, et je pense qu'ils se sont probablement déjà entraînés avant. Je ne pense pas que c'était quelque chose qu'ils ont évidemment décidé de faire sur un coup de tête un matin. Je pense qu'ils se sont entraînés à ça, qu'ils se sont exercés dans d'autres bâtiments, dans des maisons, ce genre de choses. Je pense que tout cela a été répété. Même la partie où il menace les agents du Louvre avec des coupes-verts, j'ai trouvé que c'était aussi un élément intéressant de l'affaire. Eh bien, ils n'étaient pas armés, n'est-ce pas? Autant que nous le sachions, ils n'étaient pas armés. Je ne pense pas que ce soit surprenant. Ils vont menacer les gens avec toutes les armes qu'ils ont à portée de main. Mais peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à ce que la sécurité arrive aussi rapidement et ont donc dû se résoudre à les menacer avec ça. Mais Laisse-moi te poser une question. T'as dit comment ça aurait pu arriver? Des négligences. Et après, à moi, tu fais quoi? La raison pour laquelle je dis cela, hein, c'est que le directeur du musée du Louvre, et je m'excuse si je prononce mal le nom, Laurent Desarts, est censé rencontrer aujourd'hui la commission de la culture du Sénat français pour répondre aux questions sur la façon dont cela a pu se produire. Et d'ailleurs, la Cour des comptes, la principale institution d'audit en France, prépare un rapport qui, selon ABC News, qui en a examiné une partie, conclura apparemment qu'il y a eu un retard dans, je cite, le déploiement des équipements destinés à assurer la protection des œuvres au sein du Louvre sur la période de 2019 à 2024. Et que, je cite, la mise en œuvre opérationnelle semble inégale et généralement très limitée, et que certaines salles du Louvre ne sont pas entièrement couvertes par la vidéosurveillance. National Broadcasting Company indique qu'un porte-parole a affirmé que le président Macron a demandé une accélération des mesures de sécurité au musée. Je précise, National Broadcasting Company a aussi rapporté que le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez a affirmé que les alarmes du musée fonctionnaient, déclarant: il y a eu un cambriolage au Louvre. Des pierres précieuses parmi les plus rares de France ont été volées. C'est donc un échec, je n'ai rien d'autre à dire. Mais le système d'alarme a parfaitement fonctionné. Dès que la fenêtre a été attaquée, il s'est déclenché. La police a été alertée et arrivée en 3 minutes. Le système a parfaitement fonctionné, mais l'incident s'est quand même produit. Donc la question est pour vous, Fantrancy. A. Comment cela s'est-il réellement produit? B. Que doivent-ils faire à l'avenir? donc, et j'ai lu ce rapport aussi, Jessie, je veux me concentrer sur les 3 minutes dont vous avez parlé. C'est un temps de réponse très long, je vais être complètement honnête. C'est à mon avis un temps de réponse très long dans un musée de l'envergure du Louvre. En réalité, ils doivent pouvoir arriver rapidement, un service de sécurité doit intervenir en moins d'une minute. Point. Ce que ça me dit, c'est qu'ils ont peut-être tout cet équipement. Et pour répondre à votre remarque, oui, il a été démontré que toutes les zones n'étaient pas surveillées de la même façon. La surveillance variait selon les zones du Louvre.
mais ils n'ont pas le personnel. À mon avis, ils n'ont pas la main-d'œuvre nécessaire pour intervenir dans un délai approprié. À mon avis, cet élément n'est pas pris en compte et je ne pense pas que le rapport l'ait abordé non plus. D'après ce que j'ai compris, les rapports ont dit que il manque vraiment, pour être honnête, de sécurité partout à Paris et dans ces musées. Et donc, je pense que c'est vraiment là que se situe le vrai manque de sécurité, en dehors du fait, évidemment, de ne pas déployer correctement le matériel. Tracy, avant de vous laisser, j'avais une question. Peut-être que je lis un peu trop de livres de Daniel Silva, Gabriel Allende, mais un vol comme celui-ci, cela pourrait-il être lié à quelque chose de plus vaste? Et je ne parle pas seulement, comme nous l'avons évoqué, du crime organisé. Il y a des théories. Cela pourrait-il être lié au trafic de drogue? Il y a aussi la question de savoir si cela pourrait être lié à un réseau terroriste. Est-ce que c'est quelque chose de réel? Y a-t-il des vols de ce genre qui sont liés à une organisation criminelle plus large, à un réseau terroriste? Avez-vous déjà vu quelque chose comme ça auparavant? Y a-t-il quoi que ce soit à ce stade qui pourrait le suggérer? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous surveilleriez pour voir si cela pourrait être potentiellement lié à quelque chose comme ça? Eh bien, évidemment, dans mon travail de lutte contre le terrorisme, je n'ai jamais vu de lien avec un vol de ce genre. Oui, je vois des liens avec le crime organisé, mais surtout au niveau logistique et des routes commerciales. C'est pareil pour les liens entre terroristes et drogue. Ils ne cherchent pas à faire circuler le même produit, si je puis dire. Ils souhaitent juste des connexions pour leur transport et la logistique pour se faciliter la vie. Donc je ne vois pas forcément ce lien. Ce serait, je suppose, plus plausible avec la drogue. Mais encore une fois, les trafiquants de drogue n'ont généralement pas tendance à opérer de manière aussi effrontée, aussi publique. Donc j'aurais plutôt tendance à pencher vers le crime organisé, mais ce n'est que mon avis. Tracy Walder, merci pour votre avis et votre venue. C'est toujours apprécié. Merci Jessie. C'est tout pour l'instant sur Sidebar. Merci à tous de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou ailleurs. Suivez-moi sur X ou Instagram. Je suis Jesse Weber. À la prochaine.